C'est important de réaliser les questionnaires, de réaliser un pré-test sur les questionnaires pour tester les questionnaires, pour voir comment les gens répondent, hein. Ça me fait penser à un cours que j'avais la semaine dernière avec un groupe d'étudiants, hein, par exemple, sur la consommation, sur la consommation, l'achat des bijoux, des bijoux. L'étudiant a mis les fréquences une fois par jour, une fois par semaine. euh, bon, pas une fois par jour, plutôt une fois par semaine, et 2 à 3 fois par mois, etc., etc. Mais, quand même, hein, les bijoux ne sont pas des produits que l'on consomme. Ce n'est pas du pain, ce n'est pas du soda. Les bijoux sont des choses exceptionnelles. On met ça pour des programmes, pour des occasions spéciales. Par exemple, mariage, baptême, communion, graduation, ou bien le nouvel an ou bien une fête quelconque, c'est à ce moment-là qu'on porte des bijoux. Alors, c'est ça, je l'avais dit, essayez de demander à vos camarades de classe pour voir comment ils vont réagir. Et là, et les résultats étaient sans appel parce que les étudiants l'avaient beaucoup ridiculisé pour dire le bijou n'est pas les pâtes qu'on achète au supermarché. Les bijoux ne sont pas considérés comme des boîtes de sardines qu'on achète au supermarché. Voilà, ce sont des produits de consommation occasionnelle. On achète moins souvent. Voilà, c'était l'exemple. Voilà. Alors, c'est important toujours de pré-tester votre questionnaire. Mais contrairement à un guide d'entretien, vous ne faites pas de pré-test, mais pour un questionnaire, il faut toujours pré-tester, faire un pré-test sur les questionnaires. Parce que le pré-test, c'est important. Quand vous réalisez votre questionnaire à partir des questions qu'on avait déjà vues, et les échelles, les différents types d'échelles, il faut toujours faire un pré-test sur les questionnaires. Et parmi les pré-tests que vous pouvez, pourquoi réaliser un pré-test? Ça, on dit, ça permet de valider par d'autres personnes, soit par des experts de votre domaine, hein. Si vous êtes dans le domaine médical, il faut trouver des médecins pour, vous aider déjà à valider votre questionnaire. Et des experts, ce sont des personnes qui sont spécialisées dans les questionnaires aussi, mais vos professeurs ou bien un échantillon réduit des personnes que vous comptez sonder dans le cadre de votre étude. Autre chose, vous administrez les questionnaires en conditions réelles, éventuellement en face à face. Si vous trouvez la personne, vous donnez à répondre à la personne. Moi également, j'avais prétester mon questionnaire. Le prétexte que j'ai réalisé, il y a une personne qui m'avait appelé au téléphone pour me dire, bah, j'ai répondu, mais ça m'a pris un temps fou. C'est parce que c'était vous. Mais ça m'a énervé en répondant à vos questions parce que c'était trop long. Voilà, c'est ça, on va voir quand il y a des questionnaires comme ça, les étudiants m'envoient des questionnaires, ils disent, attention, pensez à la durée. Pour un questionnaire, environ, il faut penser que la personne ne devrait pas passer plus que 15 minutes à répondre. Parce qu'après 15 minutes, la personne est saturée. La personne peut répondre n'importe comment, n'importe comment. Voilà. Ça, il faut tenir compte de la longueur du questionnaire. Ça, c'est important. C'est quand vous faites ce travail, vous voyez vous-même si c'est trop long et si c'est trop court. Alors, c'est très important. Ça, c'est surtout quand vous utilisez des vocabulaires un peu techniques. Ça arrive, vous travaillez dans des domaines, c'est votre domaine à vous, ça peut arriver que vous utilisez des vocabulaires purement techniques qui concernent que vous et que votre étude. Quand ça arrive, hein, quand vous prétestez votre questionnaire, ça permet de remonter ces informations. La personne peut dire, moi, je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas compris. Voilà, c'est tout ça. Et la personne n'a pas répondu parce qu'elle n'a pas compris de quoi vous parlez dans votre questionnaire. Alors, c'est ça encore. Ça permet d'être familiarisé avec le vocabulaire. Et autre chose, de familiariser avec les modalités de réponse. Quand on dit pas du tout d'accord, tout à fait d'accord, etc., pas intéressant, tout à fait intéressant, quel sens que vous donnez à ces modalités de réponse? Et l'enchaînement des réponses aussi, l'enchaînement des réponses, c'est également, quand on envoie quand on fait ce pré-test auprès des experts, les experts vont vous dire que la façon dont vous enchaînez vos questions, ça ne correspond pas du tout. Si vous avez des questions grilles, hein, qu'on appelle des questions grilles, qui ce sont des questions avec des modalités de réponse, hein, que vous avez suggérées,
Pour ces questions gris, les gens ont tendance à répondre juste au milieu ou bien à l'extrême. Les gens qui se sentent fatigués, comme d'ailleurs vous n'avez pas payé la personne pour répondre à votre questionnaire, et la personne va répondre n'importe comment. C'est pour cela, il faut toujours penser à intercaler au moins une question filtre qui permet à la personne de prendre du temps déjà, de passer d'une question à l'autre, de comprendre de quoi on parle, et comme ça, la personne aura une réponse plus ou moins appropriée. Et la clarté des instructions aussi, dès le départ de votre questionnaire, vous donnez des indications, vous donnez des instructions. Vous dites, voilà, il y a telle question à telle question, c'est ça qui m'intéresse. De telle question à telle question, c'est ça qui m'intéresse. Ou bien c'est de ça que je parle. Voilà. C'est ça. Bon, on dit, c'est déjà, c'est faire un échantillon réduit de 5 à 10 personnes quand vous êtes en présence des experts. 5 à 10 personnes, c'est valable. Et puis, on peut aller jusqu'à 30. Il ne faut pas dépasser 30. Il ne faut pas dépasser 30 personnes pour votre pré-test. Il faut faire un pré-test sur les questionnaires. Alors, c'est ça. Pour les enquêtes, parfois, des enquêtes d'opinion, c'est pareil. Il faut toujours prétester le questionnaire. Faites des prétests sur les questionnaires. Bon, je sais que vous n'êtes pas des spécialistes des questionnaires, mais quand même, dans votre vie professionnelle, vous réalisez toujours des enquêtes. Ça, il faut penser à ça. Alors, OK, ça c'est la première chose. Vous faites votre test. Maintenant, comment recueillir les informations? Soit vous faites ça en face à face. En face à face, ça prend un temps fou, ça prend énormément de temps, ou bien vous faites ça par téléphone. Alors là, ce qu'on appelle par un enquêteur, vous faites appel à un enquêteur, ou bien vous êtes l'enquêteur, c'est vous qui réalisez votre enquête. Bon, on sait très bien, il y a un gros problème de connexion. On a des personnes qui cherchent à se connecter. Je vois ces personnes-là n'arrivent pas à se connecter. Bon, c'est pas grave. OK, oui, oui, c'est ça. Alors, vous faites trois modes. On a trois modes de collecte, de collecte des données ou de recueil ou collecte des données. C'est soit par voie électronique, auto-administré, ou bien par un enquêteur. Et par un enquêteur, soit vous faites ça en face à face, ou bien vous vous appelez au téléphone pour faire répondre la personne. Bon, au téléphone, si vous êtes un peu timide, parler téléphone, ça vous arrange, si vous êtes timide. Mais par contre, si vous avez accès pour faire répondre à la personne face à face, comme ça, la personne ne peut pas vous mentir. Je me rappelle quand je faisais des enquêtes pour le recensement, j'avais participé en 2009, ouais, c'était en 2009. Et là, c'était en face à face. Je rencontre la personne en face à face et je pose des questions. Ça m'a permis de découvrir pas mal d'endroits aussi, pas mal de sous-populations qui ont leur mode de vie. Aussi, c'est important parce que quand on fait les enquêtes en face à face, on recueille plus des informations sur la personne, le comportement de la personne. Ça, c'est important. Auto-administrer, c'est par la poste, ça, je ne vous conseille pas parce que ça coûte énormément de l'argent. Mais si vous travaillez pour une entreprise, vous travaillez pour une entreprise, vous travaillez pour un gouvernement, vous êtes responsable des enquêtes, vous pouvez utiliser la voie postale. Comme ça, vous avez une liste, vous savez où les personnes habitent, vous pouvez adresser votre liste sans problème et vous pouvez adresser par lettre postale ou par courrier postal, vous en pouvez adresser vos questionnaire. Et la personne répond. Et quand vous faites ça, il ne faut pas oublier également d'envoyer avec une enveloppe timbrée qui est déjà timbrée, payée. Voilà, tout est fait et fourni. Et comme ça, une fois que la personne termine de remplir, et la personne retourne le questionnaire sans problème à vous. Par Internet, c'est ça qui est privilégié pour les enquêtes quantitatives, qui est beaucoup plus privilégié, qui est beaucoup plus conseillé parce que par Internet et la personne aura seulement et votre questionnaire en sa position, c'est seulement un accès à Internet qui facilite la tâche. Ça, c'est intéressant. Bon, vous allez dire, recueil électronique, c'est presque la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est un peu la différence, c'est que ce sont des enquêtes qu'on réalise au niveau national dans un pays quelconque. C'est sur l'obédience de l'État ou bien
sous l'obédience de l'État ou bien sous l'obédience d'un organisme privé qui est spécialisé dans les enquêtes, qui dispose des outils appropriés à partir d'un panel d'enquêteurs. Pour avoir un panel d'enquêteurs, et les panels d'enquêteurs, ce sont des personnes qui sont payées pour répondre à des enquêtes. Si ce n'est pas payé, si vous n'avez pas de moyens, waouh, vous utilisez les moyens du bord. Voilà. Si vous n'avez pas de moyens pour payer, vous utilisez les moyens du bord. Bon, alors c'est juste, on voit Audimet, c'est beaucoup plus quand on fait des enquêtes pour l'audimat, hein, pour déterminer les audiences des émissions, radio, télé, et aussi les lives Facebook, YouTube, hein, on utilise souvent l'audimètre. L'audimètre qui permet de mesurer l'audience. Mais ce sont des enquêtes d'audience, mais ça, vous n'allez pas le faire. Mais si vous travaillez pour un média, il faut penser à ça pour mesurer l'audimat. Bon, et toujours, en face à face, ça peut être à domicile, ça peut être dans une salle quelconque ou bien dans la rue. Et dans la rue, le problème, dans la rue, les gens sont toujours pressés. Ça, il faut penser à ça, que les gens sont toujours pressés. Et il faut avoir pas mal de tact et d'éthique pour pouvoir capter l'attention des gens pour répondre à votre questionnaire. Et bon, ça, c'est le plus souvent, on vous conseille pour ces gens d'enquête. Là, c'est dépendamment du mode d'échantillonnage que vous avez réalisé. Bon, par convenance, ça vous arrange, il n'y a pas de problème d'aller dans des endroits où il y a des gens, où il y a des gens dans des endroits comme les places publiques, comme les ports, bon, pas les ports, les gares plutôt, les gares routières, surtout les gares routières, les stations de bus. Là, c'est dans ces endroits-là qu'il y a du monde. On vous conseille d'aller dans ces endroits-là. Et autre type autre mode de recueil, hein, recueil à domicile, hein. Là, vous déplacez au domicile de l'enquêté. En salle, hein, ça dépend du salle, quelle que soit la salle. Quand on parle en salle, c'est quelle que soit la Mais salle. non, mes téléphones, Comme chérie. ça. Voilà, alors s'il vous plaît. Alors c'est comme ça. Chez eux, mais Je non. peux Va désactiver. regarder la photo. Est-ce que Émilie, tu peux désactiver pour moi? Désactiver. Attends, bébé. Je n'ai pas On accès. fait, dis-moi. Alors, Émilie, tu peux le faire? Si tu m'écoutes, tu fais pour moi. OK, voilà, ça c'est comme ça. On a tout, on ajoute. Voilà, on parlait de ces trois types en face à face, à domicile, en salle et dans la rue. Dans la rue, on vous conseille d'aller dans les endroits où il y a du monde, hein. Soit dans les gares routières ou bien dans les stations de bus, hein, que vous allez trouver du monde, hein. Du monde, parce que dans la rue, si c'est comme ça, les gens sont toujours pressés. Mais dans les gares, les gens attendent leur bus ou bien leur train, dépendamment de votre pays. Euh, les stations de métro, bon, les stations de métro, c'est pas trop conseillé parce que c'est très rapide, ça passe. Mais pensez à ces endroits où il y a de la population. Ou bien, pareil, vous passez dans un événement, dans une fête quelconque, hein. On sait on sait que parfois il y a souvent des retards. Pendant 30 minutes, vous pouvez balader. Je me rappelle une collègue haïtienne, hein, qui travaille sur sa thèse. D'ailleurs, elle n'a pas encore terminé sa thèse. On a participé ensemble au Salon du Livre, hein, à Paris. Pendant qu'on participe, on profite, hein. On a trouvé des Haïtiens. C'était pour une étude sur Haïti, hein. On a administré le questionnaire. Ça a marché à merveille. OK, bon. Les avantages et les inconvénients, bon, ça c'est pour toujours les modes de recueil. Bon, ça, je vous laisse, hein, vous aurez le temps de regarder. Pareil par téléphone. Et bon, pareil, c'est une question de coût. L'argent et puis le temps aussi. L'argent, le temps et la fatigue derrière. C'est ça, il faut penser à ça. Par voie postale, encore, c'est plus cher par voie postale. C'est plus cher. Et puis, ça prend un temps fou avant de retrouver les réponses. Ça, c'est important. Mais par Internet, hein, c'est facile, c'est rapide. Mais le problème derrière, il faut toujours relancer. On relance plusieurs relances. Il faut être patient aussi. Parfois, vous pouvez aller déposer sur une plateforme. Quand vous déposez sur une plateforme, vous allez trouver des gens
qui sont méchants, parce que sur Internet, c'est là qu'on trouve les gens les plus méchants du monde, hein. C'est là, ils se cachent derrière leur écran, qui peuvent vous insulter, vous dites que vous n'avez pas de niveau, hein, votre étude ne correspond à rien du tout. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous nous emmerdez avec votre questionnaire. Et voilà, ça, il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Ça, c'est le but du jeu. Quand les gens vous insultent, il ne faut pas répliquer. Il faut dire merci, désolé, mais vous savez que c'est pour valider mon année universitaire. Ça, c'est la tactique qu'il faut utiliser. Bon, c'est la diplomatie. L'art de la diplomatie, c'est là que vous appliquez. C'est vous, sur une plateforme de réseau social, vous postez votre questionnaire, vous relancez, hein. Parfois, ça arrive, si c'est dans un groupe Facebook, vous allez trouver les administrateurs vont supprimer votre publication. Alors, si c'est un groupe qu'il faut avoir l'autorisation de l'administrateur, ou bien c'est l'administrateur qui doit valider, et les administrateurs ne vont jamais valider aussi. Ça arrive. Il faut penser à ça. Ça m'était arrivé quand je faisais ma thèse. Quand je faisais ma thèse, j'ai déposé sur des groupes, des gens que je connais, des gens qui sont proches, plus ou moins bon, proches de moi sur le plan identitaire, hein, sur le plan d'origine, et ces personnes-là n'ont jamais validé mon questionnaire. Voilà, c'est tout ça, c'est tout ça. Et bah, heureusement, j'avais pas mal d'amis, des Asiatiques, des Subsahariens, et aussi des Sud-Américains, et ces amis-là m'ont aidé à diffuser mon questionnaire, sans oublier oh, les Maghrébins. Les Maghrébins, mes amis maghrébins qui m'ont beaucoup aidé aussi. C'est tout ça qui m'ont beaucoup aidé. Mais mes proches caribéens n'ont pas aidé. Voilà. Et d'ailleurs, ils étaient ils m'avaient, bon, bah, ils pensaient à me ridiculiser, bon, dans quelque sorte, à me ridiculiser dans quelque sorte que, oui, ce que je fais, ça ne sert à rien, etc., etc. Bon, c'est tout ça, il faut penser à ça. C'est l'inconvénient, c'est ça. Sur Internet, c'est, c'est facile, mais il faut relancer. Il faut avoir de la patience aussi. Il faut avoir de la patience, mais c'est gratuit. C'est l'avantage. L'avantage, c'est gratuit. Contrairement aux autres qu'on avait parlé, si vous pouvez aller à les enquêtes en face à face pour aller chez quelqu'un, parfois c'est loin, il faut payer les transports. Pareil, si vous baladez dans la rue aussi, bon, il va y avoir la fatigue, il faut consommer quelque chose, il faut boire quelque chose. Vous voyez, contrairement à Internet, déjà, vous êtes sur la toile. Et après d'autres inconvénients, on ne sait pas qui va répondre. Là, ça peut totalement biaiser votre échantillon. Votre échantillon peut être totalement biaisé, on ne sait pas qui répondre, et n'importe qui peut répondre à la place d'une autre. Une personne peut répondre plusieurs fois. C'est ça aussi qu'il faut tenir compte. Une même personne peut répondre plusieurs fois. C'est ça le danger de l'Internet. Bon, OK, bon, on va pas parler de ça. Et puis bon, c'est important. Bon, alors c'est ce tableau qui résume tout. C'est ce petit tableau que vous devez avoir en tête, hein. Chaque fois, vous allez réaliser des enquêtes, hein. Ça, c'est pas pour vous, c'est pas pour votre mémoire. Ne vous inquiétez pas. C'est pour dans le cadre de votre travail aussi, parce que un mémoire vous ouvre la porte en tant que consultant. Quand vous réalisez un mémoire, vous développez une expertise de consultant sur le sujet concerné. Et ça peut arriver, et demain, vous êtes responsable d'enquête et du sondage dans le cadre de votre mémoire. Maintenant, ce qui nous intéresse, là, on va passer plus de temps. Ne vous inquiétez pas, Émilie, c'est vrai, c'est 26. Là, je vais tenir le coup. Je vous ai dit 1 heure, c'est 1 heure. Je vais passer 1 heure sur cette dernière partie des enquêtes quantitatives, ou bien des études quantitatives. Dépouillement des données. Pourquoi on parle de dépouillement des données? Dépouillement dans le sens de dépouiller, enlever tout dans les données. Pour dépouiller les données, pourquoi on parle de dépouillement? Parce que là-dedans, si vous, quel que soit le type d'enquête que vous menez, on va voir des questionnaires qui sont pas, que vous allez mettre de côté, des répondants que vous n'allez pas considérer dans votre étude, quels qu'ils soient. Alors, c'est la raison pour laquelle hein, il faut mener cette étape-là. Il faut passer par cette étape-là. Dépouillement. Dépouillement. Voilà. On dit dépouillement, c'est l'étape de contact préliminaire avec les données collectées par les enquêteurs. C'est là que vous êtes en contact pour la première fois avec les données. Même si c'est vous qui avez réalisé le questionnaire,
Là, vous réalisez l'enquête, mais vous n'avez pas eu le temps vraiment de fouiller dans les réponses. Et même si vous avez coché maintenant, c'est plus facile avec une tablette tactile, votre questionnaire sur une tablette, dans la rue, vous rencontrez des gens et vous pouvez faire répondre la personne rapidement sans problème. Mais par contre, si vous envoyez par mail, la personne va répondre par mail, elle va vous retourner, ou bien si c'est sur un site, vous l'avez créé maintenant, le must, maintenant, c'est utiliser Google Form, créer sur Google Form. Bon, quand j'étais étudiant, bon, c'était pas Google Form qu'il y avait Google, Search. Voilà, Google Search. Voilà, c'est Google Search qu'il y avait. Maintenant, c'est Google Forms. Voilà, Google Search, ça permet, c'est la même chose. Maintenant, il existe toujours Google Search, mais c'est payant. C'est payant parce qu'on a des modules contextuels qu'on peut y ajouter. Et contrairement à Google Forms, qui est basique, hein, qui est un volet basique, et malgré ces basiques, on peut importer une photo, vous voyez, une image, un fichier quelconque. On peut ajouter une vidéo. Mais avant, on n'avait pas cette possibilité. C'est juste pour vous montrer comment la technologie, au bout de 3 ans, bon, voilà, oui, 3 ans, 4 ans, hein, on va dire, 3 ans, parce que c'est en 2021, il n'y avait pas toutes ces fonctionnalités contextuelles. Voilà. Là, on a de plus en plus de fonctionnalités contextuelles qui vous permettent d'aller plus loin. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pour la première fois, une fois que là, vous clôturez votre enquête, vous clôturez, vous dites, bon, c'est bon, là, aujourd'hui, on arrête tout, on va traiter les données. Parce que vous avez une deadline à respecter aussi, il ne faut pas oublier ça. Donc, si on dit votre soutenance, ce sera dans 2 mois, mais un mois d'avance, dépendamment du pays, il faut déjà envoyer votre mémoire de fin d'études. Il y a d'autres pays, c'est 2 mois d'avance, hein, dépendamment de votre pays, hein. C'est 2 mois d'avance. Bon, il y en a d'autres, c'est 2 semaines. Bon, 2 semaines. Voilà. Bon, là, bon, on va faire ensemble aussi, on va vérifier ensemble un travail qu'un étudiant m'avait envoyé aujourd'hui, tout à l'heure, ça fait 2 heures qu'il m'avait envoyé pour me dire, Monsieur, est-ce que vous pouvez me donner votre point de vue sur comment j'ai traité mes données? Bon, quand j'ai vu ça, il dit, bon, il faut que j'y travaille. Je partage ça avec vous, comme ça, vous allez voir. Voilà, ça, c'est ça. Vous arrêtez, vous dites, aujourd'hui, on arrête tout et on va traiter les données. On dit, c'est l'étape de vérification des questionnaires une par une. Bon, là, ce n'est pas une blague, hein. Si vous avez 10 000 réponses, 10 000 retours, il faut les vérifier une à une. C'est ça. Si c'est l'enquête en face à face. Mais heureusement, avec la technologie, si vous utilisez la technologie, vous n'utilisez pas de papier. Avec la technologie, ce travail s'est fait facile et rapide. Voilà. Ce travail de vérification, vous allez regarder s'il n'y a pas de données manquantes. Des données manquantes dans une ou dans plusieurs questionnaires, dans plusieurs réponses, hein. Donc, ce qu'on appelle, dépendamment du logiciel, par exemple, quand on utilise le logiciel SPSS vous ajoute bon, j'oublie le terme quoi, qui est SPSS. Ajoute oui, des observations. Voilà, c'est ça. SPSS vous ajoute des observations. Observation 1, observation 2, 3, etc., etc. Ce sont des observations. Les observations sont en quelque sorte une réponse. Une réponse ou bien un retour de questionnaire. C'est que ça. Voilà. Alors, ça, c'est important. On dit qu'il faut mettre de côté les questionnaires incomplets. Ça, c'est important. C'est pour une question de conformité. Sinon, vous n'allez pas attribuer des valeurs au hasard des réponses au hasard à un questionnaire qui est incomplet. C'est ça, il faut penser à ça. C'est le côté scientifique de la chose, hein. Il ne faut pas mentir. Là, c'est de la vérité. On cherche des informations qui sont vraies. Ça, c'est important. C'est bon. Ça m'a rappelé quelqu'un j'étais responsable d'une équipe d'enquêteurs qui m'avait apporté des questionnaires, hein, des questionnaires remplis, hein. Mais c'est pendant que j'ai fait le tri en vérifiant les questionnaires, un à un, et j'ai vu, hein, au début, il y avait dit la personne est célibataire et sans enfant, et plus loin, j'ai vu la personne
à quatre enfants à charge. Parce que si quatre enfants à charge, il y avait de l'aide derrière. Là, là, il y a un problème. Parce qu'il y a une question, la question c'était aide pour les personnes qui ont des enfants. Et voilà, la personne a ajouté quatre enfants. Je dis, mais là, il y a un problème. Quand j'ai appelé l'enquêteur, il m'avait dit, monsieur, ouais, je l'ai fait, je l'ai fait. Et au final, quand j'ai démontré par A plus B où c'est mal fait, la personne m'a dit, ouais, désolé, parce que j'ai vu les autres, dans les autres groupes, ils remplissent comme ça, et sous sur une table et moi, j'ai fait pareil. Bon, voilà, c'était là le problème. Alors, ça, c'est important. Il faut les vérifier. Il faut vérifier les questionnaires un à un. Mais par contre, si vous utilisez la technologie, c'est plus facile. Ça, on verra ça. On a des logiciels qui vous donnent cette possibilité de faire ce travail de tri, de bien nettoyer, et de bien épurer votre base de données ou bien les questionnaires. C'est Tri2, Sphinx, Aligrin, Labex, Ethnos et Item. Bon, ça, ce sont des logiciels payants, bien sûr. Ce sont des logiciels payants. Mais par contre, même si c'est payant, vous pouvez faire des choses exceptionnelles avec ces logiciels-là. Parmi les logiciels qu'on a qui donnent, par exemple, ces graphiques que vous voyez là, on a Sphinx qui donne cette possibilité. Sphinx qui donne cette possibilité, mais c'est payant. Après, il y a Ethnos qu'on utilise également. Ethnos, ça c'est pour les études d'observation beaucoup plus. Ça c'est pour les études qualitatives qu'on utilise Ethnos comme logiciel aussi. Voilà, ça c'est important. Dans ce travail de dépouillement, vous allez encore plus loin. Vous vérifiez la représentativité de l'échantillon final par rapport à la structure de base de la population mère. Alors, ça, c'est important. Vous faites ce travail d'exploratoire à partir de ces logiciels-là. L'autre avantage, hein, bon, c'est Sphinx que j'utilise beaucoup plus, c'est le Sphinx parce que le Sphinx vous permet de créer des questionnaires, de créer le questionnaire d'enquête et d'envoyer, de récolter le lien et de partager le lien. Une fois que le lien du questionnaire est diffusé, les personnes commencent à répondre et tout arrive directement dans la base de données Sphinx créée pour vous automatiquement. Et si vous voulez seulement des statistiques descriptives, au final, vous faites deux clics et les résultats sortent. Et puis, vous pouvez faire exporter, soit en format Word, en format Excel ou en format Excel. Et après, vous pouvez commencer à discuter des résultats. Voilà, ça, c'est Sphinx que j'utilise très bien, je vois comment ça fonctionne. Et Sphinx aussi hein, donne la possibilité aussi d'enregistrer les réponses hein, pour les études qualitatives et aussi et derrière d'avoir des nuages de mots, ou bien de faire le travail de catégorisation aussi très bien. Voilà, c'est important. Et voilà, on dit, ça permet de travailler, de prendre les questionnaires un à un, de mettre de côté les questionnaires qui sont incomplets, et puis et d'aller plus loin, et de faire le redressement sur votre échantillon. Quand on parle de redressement, il y a différents types de redressement. Mais bon, là, on reste dans le classique. Hein, c'est là que vous allez explorer votre base de données à partir des variables sociodémographiques. Quand on parle de variables sociodémographiques, hein, sociologiques, hein, on va voir l'âge, hein, le genre, tranche d'âge, les différentes tranches. Bon, dépendamment de l'étude, mais il est beaucoup plus conseillé, dépendamment de votre pays aussi, de commencer par la majorité, l'âge de la majorité. Bon, aux États-Unis, c'est 18 ans. Voilà. En Europe, c'est 18 ans aussi. Mais par contre, dépendamment du produit ou bien du service, vous avez le droit d'interroger même les personnes moins de 18 ans. Par exemple, si c'est un produit pour les jeunes consomment, hein, c'est à partir de 15 ans. Là, on peut mener les études à partir de 15 ans. Prenons le cas des bijoux, hein, à partir de 15 ans, les parfums à partir de 15 ans aussi. Pourquoi à partir de 15 ans? Parce qu'à partir de 15 ans, c'est l'âge que les jeunes rentrent au lycée, qui sont, ouais, sont à fond au lycée. Et ces jeunes-là pensent à se comporter différemment par comparaison à ceux qui sont au collège. Oui.
à la classe de seconde. Les jeunes qui sont en classe de seconde se comportent différemment. Voilà, c'est ça. C'est pour cela qu'on parle des variables socio-démographiques. Et puis, variable démographique, c'est géographique aussi, sans oublier l'habitat, variable géographique, hein, l'endroit où la personne habite, hein, ça, ce sont des données importantes. Après, d'autres variables qu'on peut ajouter aussi, la CSP, qu'on avait dit, catégorie socio-professionnelle, quelle est la profession de la personne, la profession de la personne, le niveau d'études de la personne, ça, ce sont des variables. On peut aller encore plus loin dans la catégorie sociale là, aussi, et la religion aussi, la langue parlée, etc. Ce sont des variables sociodémographiques. Vous faites vous faites cette exploration sur votre base de données, ça permet de comprendre votre base de données. Pareil, dans cette exploration, vous permet de comprendre le pourcentage d'hommes et le pourcentage de femmes qui fait partie des votes échantillons d'enquête. Parce que ça, c'est important. S'il y a plus d'hommes, hein, et là, il faut chercher, il faut expliquer pourquoi. S'il y a plus de femmes, il faut expliquer pourquoi. Bon, on sait que les machistes disent souvent, si vous faites une étude sur la technologie, on va avoir plus d'hommes et moins de femmes. Alors, ça, c'est faux. Ça dépend de votre plateforme que vous avez utilisée pour diffuser votre questionnaire et aussi la voix, en quelque sorte, la voix que vous avez utilisée pour diffuser les questionnaires. Ça aussi, le mode de collecte a un impact important. Voilà. OK, c'est ça. Dépouillement. Après le dépouillement, et on arrive sur les redressements qu'on avait parlé, il y a deux types de redressement. Redressement par extraction et redressement par substitution. Alors, par extraction, c'est beaucoup plus conseillé, déjà. Vous faites un redressement par extraction, vous cherchez à tirer des éléments pour éliminer les catégories sous-représentées. Ça, c'est important. Vous faites ça par extraction. C'est beaucoup plus conseillé parce que vous voyez qu'il y a des questionnaires qui sont mal remplis ou bien qui ne sont pas terminés. Vous mettez ces questionnaires de côté. Vous faites un filtre. Ça, vous voyez ça dans un tableau Excel. Vous faites un filtre. Vous allez trouver l'ensemble des questionnaires qui sont pas terminés. Et ces questionnaires, vous les supprimez. On appelle ça épuration. Vous supprimez de votre base de données. Parce que sinon, ça va biaiser votre analyse. Ou bien par substitution. Par substitution, ce n'est pas tellement conseillé, mais vous pouvez le faire, mais il faut que vous ayez pas mal de compétences hein, dans tout ce qui concerne l'analyse des données et d'avoir des informations sur la composition démographique de la population d'études. Ça, ça c'est important. La composition démographique. Par exemple, on dit remplacement des éléments en surnombre par des catégories surreprésentées ou dans des cas de sous-représentés par d'autres éléments ici des catégories sous-représentées, par exemple. Mais là encore, vous pouvez le faire, mais bon, il faut maîtriser. Bon, je ne conseille pas, mais par extraction, c'est beaucoup plus conseillé. Ou bien, tout, vous pouvez retourner sur le terrain afin de compléter les questionnaires supplémentaires. Là, vous faites ça, c'est quand vous êtes payé. Si vous n'êtes pas payé, vous ne faites pas. D'accord? OK. Bon, là, on parle pas seulement pour le mémoire, on parle pour tout ce qui concerne les enquêtes. Maintenant, passons au traitement. C'est vrai, on a fait ce travail exploratoire. Ce premier travail de dépouillement permet de comprendre comment fonctionne votre enquête, hein, de voir quelle question qui a été difficile ou bien qui était difficile, ou bien quel répondant qui n'a pas terminé l'enquête. Et puis, bon, ça, c'est bien. Et puis, vous faites votre redressement. Maintenant, passons au traitement des données. C'est là que je pense que tout le monde est d'accord. Faire le traitement des données. Tout ce que j'avais dit tout à l'heure, dans les traitements, on parle d'hypothèse que votre enquête a été réalisée par la voie Internet ou électronique, parce que tout est enregistré automatiquement dans une base de données. Si vous créez votre questionnaire sur Google Forms,
au fur et à mesure que les gens répondent, c'est au fur et à mesure, ça va nourrir la base de données dans Google Forms. Une fois que vous arrêtez votre enquête, vous faites exporter, vous aurez votre base de données sans problème, sous forme Excel. Alors, ça, je prends l'exemple plus classique. Ça, c'est gratuit. Il y a Forms aussi. Forms, c'est le logiciel d'enquête qui est intégré dans Microsoft. Si vous avez un forfait Microsoft, vous avez Forms. Forms, c'est gratuit aussi. Vous pouvez l'utiliser si vous avez un forfait Microsoft, bien sûr. Ou bien vous travaillez dans une entreprise qui utilise Teams. Une fois que vous avez Teams, vous pouvez avoir accès avec Forms. C'est gratuit. Maintenant, c'est gratuit quand vous avez un compte Microsoft. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, vous n'avez pas Forms. Voilà, ça. Mais par contre, une fois que vous créez un mail, hein, une messagerie sur Hotmail, vous avez accès aussi à ce forfait de base. Mais vous êtes limité, mais bon, vous pouvez réaliser un sondage, c'est rapide. Mis à part de ça, il y a pas mal d'outils en ligne gratuits qui vous donnent cette possibilité. Mais le plus utilisé, le plus approprié, le plus facile à utiliser, c'est Google Forms. Voilà, c'est ça. OK. Partons d'hypothèse que vous avez utilisé Google Forms pour créer votre questionnaire, diffuser votre questionnaire. Et bon, vous voulez collecter, bon, selon les statistiques, hein, les statistiques, c'est la formule des Slovènes, hein, dans la formule des Slovènes, ou bien Cochrane, surtout Cochrane, hein. Partez, vous n'avez aucune idée sur votre échantillon, mais votre population mère. Vous fixez la proportion à 50%. À 50%, vous avez 0,5 à multiplier par les valeurs admises et au final, vous aurez un minimum de 384 pour, pour, pour un niveau de signification de 95%. Pour que votre échantillon soit significatif, il faut que vous collectez, soit significatif à 80%, 95%, il faut que vous puissiez collecter plutôt environ 384 observations. Il faut que 384 personnes répondent à votre enquête. Voilà, on parle de cette hypothèse. On a collecté les données et puis on exporte. On exporte je vous conseille d'exporter vos données plutôt sous format Excel. À partir d'Excel, c'est là que vous allez travailler sur votre base de données. On dit ça, première chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est penser à faire une épuration. Épuration permet de supprimer les valeurs manquantes. Ça, vous faites ça sur Excel, vous faites ça sur SPSS, vous faites ça sur Stata, sur quel que soit le logiciel. Même R vous donne cette possibilité aussi, quel que soit le logiciel que vous utilisez. Bon, là, OK, vous faites ça encore plus facile sur Excel parce que c'est simple. Alors, c'est simple. Vous voyez, là, on a un exemple. Il faut faire une épilation. Vous pouvez supprimer les données manquantes à partir de ce travail, vous pouvez supprimer les données manquantes. Les données manquantes, hein, et là, ça, vous faites ce travail, hein, vous enlevez les données manquantes et à partir de Excel. Sur Excel, vous faites un filtrage. C'est juste, vous cherchez à filtrer. Vous filtrez, ça, c'est tout en haut et ça permet de sélectionner euh, en fonction de tranche d'âge, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, hein, vous pouvez sélectionner et comme ça vous permet de voir les cellules qui sont vides. Quand il y a une cellule vide, ça fait partie des données manquantes, c'est comme ça vous les enlevez. Voilà. Une fois que vous faites ce premier travail, on dit le filtrage de la base de données, filtrer pour supprimer les données manquantes. Et ce même filtrage vous permet d'avoir les statistiques sur le nombre de personnes participées à votre enquête, entre la différence entre les hommes et les femmes, et les tranches d'âge, aussi les autres variables sociodémographiques que vous allez intégrer, qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, ça permet aussi de déterminer le pourcentage qu'on avait parlé. Pourcentage d'hommes, pourcentage de femmes.
pourcentage entre 18 à 25 ans, pourcentage entre 26 à 35 ans, pourcentage entre 36 à 45 ans et pourcentage de 45 à 55 ans et pourcentage de plus de 55. Bon, voilà, en fonction de tranche d'âge. C'est pareil pour la religion. Pourcentage entre catholiques, musulmans, entre athées, entre juifs, hein, tout ça, vous pouvez trouver dans votre échantillon en fonction de la langue parlée, langue maternelle, ou bien bilingue, hein, ou bien et d'autres langues aussi, etc. Bien, anglais, français, espagnol, créole, et wolof, hein, et lingala, etc. Ouais, c'est comme ça. Vous pouvez faire ce travail. Dès maintenant, vous faites ce travail-là et vous avez pas mal de données qui sortent. Et en plus, vous pouvez encore aller plus loin, faire les moyennes, les écarts-types. Vous pouvez tout faire. OK, bon, voilà. On dit, ça, on continue toujours les traitements. Alors, on a commencé par les traitements exploratoires et on enchaîne maintenant avec des statistiques de base importantes pour nous. Là, on peut procéder soit par un tri à plat ou un tri croisé. Si vous n'êtes pas spécialiste, s'il vous plaît, vous n'avez pas de compétences, contentez-vous de votre tri croisé, tri à plat et tri croisé. N'allez pas dans la régression logistique, car la régression logistique, demander, ça va demander de faire, d'analyser votre échantillon, de déterminer les coefficients, les déterminants du modèle. Ouais, ça, c'est important. Et également, vous allez calculer tout ce qu'on appelle R carré, racine carrée, et F carré qui permet de déterminer l'effet de taille, tout ça. Ça demande du temps. Ça, c'est pour les équations structurelles. Et une fois que vous trouvez les résultats, ça veut dire que les résultats sont répétables. Bon, ça, on met ça de côté si vous n'êtes pas spécialiste, parce que ça prend temps. Et ça prend temps. Et puis, bon, si vous n'êtes pas spécialiste, vous ne pouvez pas expliquer les résultats trouvés. Ça, il faut faire. Par contre, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui maîtrise, pour vous expliquer comment faire les calculs avec vous. Ça, ce n'est pas un problème. Mais derrière, c'est vous qui rédigez. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même sous-traiter à quelqu'un. Demandez quelqu'un de faire à votre place. Vous payez la personne qui est un spécialiste en statistique. Mais derrière, c'est à vous d'interpréter les résultats trouvés. La personne peut vous montrer, vous aider à faire l'interprétation, mais les discussions, rédaction, c'est sur votre responsabilité. C'est ça qu'on dit souvent aux étudiants. Vous pouvez faire sous-traiter cette partie-là parce que vous n'êtes pas spécialiste en statistique, mais derrière, il faut que vous arriviez à nous expliquer. Au moins, il faut que vous maîtrisez les conventions. Quand on parle euh, des corrélations, par exemple, la corrélation qui existe entre les variables d'une hypothèse. Une hypothèse, c'est des variables, variables dépendantes et indépendantes. Le niveau des corrélations, à quelle valeur que c'est valable? Ça, il faut avoir ça en tête. À niveau de corrélation, il faut que la valeur trouvée soit inférieure à 1. C'est le minimum qu'on vous demande, inférieur à 1. Si c'est supérieur à 1, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, c'est pareil pour les valeurs de t qu'on avait beaucoup parlé. Pour les valeurs de t, pour arriver au test du student, il faut que ces valeurs sont, euh, le t soit égal à 1,96. Supérieur ou égal à 1,96, par exemple. Supérieur ou égal à 1,96. C'est ça on vous demande. Et en même temps, quand vous allez travailler sur Sphinx vous fait l'analyse, vous faites des itérations et les résultats trouvés, il faut les interpréter. Pour les interpréter, il faut que le test de student, les résultats, les résultats trouvés pour les tests de student soient inférieurs ou égaux à 0,05. Inférieur ou égal à 0,05. Si c'est égal à 0,05, cela signifie que vos résultats sont à discuter. Vos hypothèses sont à discuter. Mais si c'est supérieur à 0,05, vos résultats sont à rejeter. Vous voyez, votre hypothèse est à rejeter, quelque sorte. Alors, c'est tout ça. Il faut avoir au moins le minimum, hein, de maîtriser les conventions et quand vous avez les résultats et pour pouvoir discuter, pour vous dire que telle hypothèse est validée en fonction de tel ou tel critère.
Voilà. Alors, c'est ça. Bon, on appelle des conventions parce qu'il y a des chercheurs, des mathématiciens et des statisticiens qui ont travaillé, qui présentent des critères statistiques hein, pour valider ou pas une hypothèse. Bon, ça, on y reviendra peut-être pour les personnes qui vont continuer les discussions qu'on va essayer de faire sur Clubhouse. Alors c'est ça, on continue. Les tri à plat. Tri à plat, c'est l'exploration des données dans la base des données. On explore tout. On fait le tri à plat. Et c'est classement des réponses à une question suivant les modalités ou bien les possibilités de réponse fixées. Ça, c'est important. Par exemple, vous avez des questions à répondre par oui ou par non. Par oui ou par non, si vous avez plus de oui ou bien plus de non, vous donnez un sens. Et par exemple, si vous travaillez sur les téléphones portables, vous dites, téléphone intelligent plutôt, vous disposez-vous un téléphone intelligent, les gens vont répondre soit par oui ou par non. Ah, c'est ça. Et si votre étude concerne l'utilisation de WhatsApp, par exemple, la personne ne répond pas oui ou pas non. Si la personne ne répond pas non, déjà, cette personne-là, on exclut cette personne dans l'enquête parce que la personne ne dispose pas d'un téléphone intelligent, la personne ne peut pas installer WhatsApp. Vous voyez, logique. C'est pour cela, vous faites ce travail, ça vous donne la configuration de votre base de données. C'est ça, on appelle le tri à plat. Là, bon, il va y avoir un problème pour les questions a priori ouvertes. Pour les questions a priori ouvertes, là, ce n'est pas le tri à plat qui va vous donner, qui va vous aider à interpréter. Là, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Il faut aller même à un nuage du mot. Bon, on dit que ce sont des calculs, vous cherchez à déterminer les poids, bon, ça c'est un peu de théorie, et vous faites des filtres et au final, vous aurez les statistiques descriptives. Quand on parle des statistiques descriptives, ça, tout ce qui concerne moyenne et cas types, vous pouvez faire ça sur Excel. Les pourcentages, c'est pareil, hein, c'est intéressant. Et vous pouvez même faire des graphiques. Bon, là, on a un exemple hein, de tri à plat plus classique. Vous avez un tableau box. Ah, j'ai oublié de vous dire, pour présenter les résultats, c'est sur deux formes. Les résultats d'études quantitatives, soit vous présentez sous forme de tableau, soit vous présentez sous forme graphique soit sous forme tableau, soit sous forme graphique. Bon, là, on voit pour une étude qui a été réalisée, on voit ça l'étude exploratoire. À partir de ce tableau, on peut rédiger énormément de choses. On a énormément d'informations. Il suffit de faire parler ces informations. Par exemple, on a pour le genre entre hommes et femmes, on a bon, 211 hommes et 266 femmes. En quelque sorte, on a 56% des répondants sont des femmes et 44% des répondants sont des hommes. Vous voyez, il y a un décalage entre les hommes et les femmes. Bon, si on veut être honnête, bon, pour interprétation, on pourrait dire, hein, peut-être ces résultats est dû à cause de la plateforme qu'on avait utilisée ou bien des plateformes qu'on avait utilisées pour diffuser les questionnaires. Ou bien, on peut dire également, c'est peut-être qu'il y a plus d'hommes et que des femmes, hein, plus de femmes que d'hommes il fait partie de notre échantillon. C'est normal parce que on avait ciblé une population. Dans la population, il y a plus de femmes. Voilà, voilà. C'est ça. Pareil pour les tranches d'âge. Les tranches d'âge, on a les 18-25 ans. Voilà, 18-25 ans, qui représentent 30%. Et les 26, non, les 18-25 ans, oui, c'est ça, les 36 ans, les 26-35 ans représentent 42%. C'est la catégorie la plus riche hein, de l'échantillon en termes de répartition par âge. En termes de répartition par âge. Bon, c'est ça. C'est ça. Et qu'on a remarqué hein, en termes de répartition par âge, on a la catégorie 26-35 ans. En quelque sorte, c'est juste les plus jeunes, les personnes les plus jeunes. Là encore, il y a une explication derrière. On voit, c'est entre 18 ans jusqu'à 35 ans. Là, on a en 30 plus 42, ça fait 72%. 72% de l'échantillon est constitué des personnes âgées de 18 à 35 ans. Là, on a une population très, très jeune. Ensuite, comme c'est une enquête qui a été réalisée en Europe, hein, bon, on voit 18-25 ans. Là, on part d'hypothèse, ce sont des personnes en formation, des jeunes en formation ou bien des jeunes qui sont toujours à l'étude, qui commencent leur stage, qui trouvent un petit boulot qui ne commence pas encore en CDI.
Et puis, on va plus loin, entre 26 et 35 ans, c'est là on a les jeunes actifs qui travaillent vraiment, qui gagnent leur vie très bien, les couples mariés, etc. Là, qui représentent à 42%. Ça, encore, c'est ça. Et on va encore plus loin, origine ethnique, des Maghrébins, des Subsahariens, Asiatiques, Caribéens, Antillais, des Européens, des Français, etc. Ça nous donne une idée. On voit les Maghrébins représentent à 32% parmi les personnes enquêtées. Et on dit ça encore pour la profession. On voit tout type de métier pratiqué par les gens. Et pareil pour l'éducation, on voit les personnes qui sont au niveau lycée ou inférieur, et puis les personnes qui ont seulement leur bac, et puis les personnes universitaires et plus. Bon, c'est tout ça, c'est l'ensemble des... ça donne une configuration. On voit pour les universités, ça représente à 81% de l'échantillon. C'est énorme. 81%. Les universitaires. Voilà. Les cadres et des entrepreneurs parmi les professions, c'est plus élevé, c'est 20%. Voilà. C'est tout ça. Tout ça aussi, ça nous donne une configuration globale de notre échantillon. Ça, il faut penser à ça, c'est quand vous menez les enquêtes, la première chose à faire, c'est le tri à plat. Le tri à plat, vous explorez votre base de données. Là, on a les statistiques descriptives de base. Après, on va plus loin. Là encore, bon, là, ça c'est toujours au tri à plat. Ça fait partie quand on détermine la corrélation. La corrélation, ça c'est, on fait les tests de corrélation, c'est sur les hypothèses. C'est juste pour détecter quel fa- facteur qui explique une hypothèse, qui ne cherche pas à expliquer plusieurs hypothèses en même temps. Voilà, c'est comme ça. C'est pour cela qu'on fait ces tests de corrélation. Alors là, tout ça, on voit là ici, les CT1, CT1, CT2, CT3. Ça, ce sont des facteurs qui expliquent une hypothèse. Voilà. Ce sont des facteurs qui expliquent une hypothèse. On dit pour la corrélation, il faut que cette valeur soit inférieure à, se trouve entre -1 et 1. C'est ça. Entre -1 et 1. C'est comme ça. On fait ces études-là pour voir le niveau s'il y a des variations. C'est pour cela le but de corrélation et s'il y a des variations à l'intérieur d'une seule variable. Ça, si vous faites, si vous travaillez sur les échelles du type de liquide, il faut le faire. Mais sinon, vous pouvez laisser tomber. Autre étude, ce sont les tri croisés. Les tri croisés permettent de comparer des réponses données pour des questions. En quelque sorte, on va voir quel effet une question exerce sur une autre question. Prenons le cas si on voit que les étudiants euh, en classe première ou bien deuxième année universitaire sont toujours fatigués. Bon, voilà, toujours fatigués. Bon, on a une hypothèse comme ça. Les étudiants sont toujours fatigués. Pour cette hypothèse, pour tester cette hypothèse, on va avoir l'effet du niveau d'étude sur la fatigue. C'est ça. L'effet du niveau d'étude sur la fatigue. Là, on peut croiser l'âge par rapport à, on peut faire l'âge, croiser l'âge avec le niveau d'étude. Ou bien on peut croiser également le genre, le sexe, pour voir la différence entre les hommes et les femmes. Parmi les deux, quelle catégorie qui est plus fatiguée, qui est plus stressée? Vous voyez? C'est ça. Ça, c'est dans ce sens-là. Ou bien en prenant le cas pour l'utilisation des technologies. On va voir que les personnes âgées de plus de 45 ans sont réticentes à l'innovation technologique. Bon, on va dire si ces personnes sont réticentes à l'innovation technologique, on va voir l'effet de l'âge sur l'adoption des nouvelles technologies. C'est ça. C'est de l'âge. On va croiser l'âge avec. Ça vous fait autant de croisements que vous voulez. C'est pareil avec Excel où vous pouvez faire ça. Vous cherchez croisement avec Excel et vous faites ça. Et ça se passe
Très bien. C'est avec Excel, il ne faut pas aller trop loin. Voilà, bon, là, on a un exemple aussi, ça permet aussi le tri croisé de vérifier ou tester les hypothèses. C'est ça. Vous ne pouvez pas valider une hypothèse dans une étude quantitative sans croiser, sans faire des croisements. Ça, c'est important. Minimum, c'est le croisement qu'on vous demande. Le minimum. Après, on peut aller encore plus loin pour faire les tests d'équation structurelle, les tests de régression. On peut aller encore plus loin. Et comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas spécialiste, vous ne comprenez pas comment ça marche, essayez de vous confier à un statisticien ou bien un économètre aussi. Les économètres maîtrisent très bien les statistiques ou bien un gestionnaire qui étudie plutôt marketing, et ces gens-là maîtrisent les outils statistiques. Parce que ils sont là toujours à travailler sur le marché, le marché, le marché. Et puis, c'est important pour eux de maîtriser les statistiques. Les vrais économistes maîtrisent les statistiques. Ils ne vont pas vous parler tout le temps les taux d'échange. Non, les vrais économistes qui sont là, qui vous parlent quel impact telle variable provoque sur la population. Par exemple, s'il y a inflation, pour dire comment l'État t'a supposé intervenir pour endiguer l'inflation. Quelle balise l'État devrait maîtriser pour endiguer l'inflation. C'est tout ça, quelle intervention qu'il faut faire, à quel pourcentage. Mais ces gens-là maîtrisent les statistiques. C'est ça. Ils sont là pour vous aider. Alors, faciliter les statistiques, la vérification des hypothèses et aussi la réponse à la problématique. La réponse à la problématique, hein, bon, ça, vous avez déjà vu ça, et puis, bon, c'est pas la peine de revenir. Bon, là, on a quelques exemples, là, c'était pour les valeurs, on avait dit, pour ces valeurs qui permettent de tester de tester les hypothèses. Les hypothèses, à partir de ces valeurs-là, vous pouvez tester. Bon, ce sont des valeurs qu'on avait utilisées à la test des students, qui permet d'avoir des valeurs qui facilitent euh, la validation des hypothèses. Vous avez vu, ces valeurs-là, ce sont des coefficients de corrélation qu'on avait parlé tout à l'heure. Voilà. Et, OK, bon, on avance encore. Là, on va passer à l'analyse et l'interprétation des résultats. Alors, c'est vrai, vous avez trouvé des résultats, vous avez présenté, et puis il faut les analyser, il faut les interpréter. Mais on ne va pas discuter, mais analyser, interpréter. C'est une fois que vous terminez votre tri, ça c'est sur le logiciel, vous faites votre tri. Après, il faut passer à la rédaction. Il faut donner du sens aux résultats trouvés. Là, vous allez voir tout à l'heure dans un exemple comment un étudiant m'a baratiné, m'a envoyé des choses qui ne correspondent pas du tout au standard d'un étudiant en master. Ça, on va voir ça. Moi, j'espère que son nom ne se figure pas, comme ça, vous n'allez pas le trouver. Mais bon, c'est important de voir ça, que c'est important. Vous faites votre tri, il faut faire parler les données. Alors, c'est deux façons, vous pouvez faire l'analyse et l'interprétation des résultats. Soit vous faites seulement l'analyse des résultats, vous analysez les résultats, et après, plus bas, vous faites les interprétations, ou bien vous faites les deux en même temps. Vous présentez les résultats et vous les interprétez. C'est ça que je conseille beaucoup plus de faire. Vous présentez les résultats et vous les commentez en même temps. D'accord? Et aussi, ça vous permet de détecter certains biais et aussi de détecter les écarts, aussi, les extrêmes aussi. Et selon la logique, il faut juste justifier, pas justifier, il faut juste commenter les extrêmes, beaucoup plus les extrêmes, au lieu de tout commenter. Bon, voilà. Et quand vous faites ça, et ça marche très bien. Très, très bien. D'accord? Ça, c'est important. Et en plus, les résultats trouvés, vous tentez à donner une explication d'autres scientifiques et notamment par rapport à la revue de littérature. Là, on a un exemple. On a un exemple déjà. Bon, ça, c'est un exemple intéressant. On a pour analyse et interprétation des résultats. Et
l'étudiant, vous dites répartition des répondants selon les types d'opérateurs utilisés. Bon, là, c'était une étude sur les opérateurs téléphoniques, en quelque sorte, ou bien des opérateurs Internet, je ne m'appelle plus. Ouais, téléphonique, bon, ça c'est téléphonique. Alors là, on voit opérateur historique, MVNO, etc., MVNO alternatif, MVNO, etc. Bon, là, on a tout. L'étudiant met le graphique et après, il y a une interprétation derrière. Vous voyez, il y a des chiffres. C'est vrai, il y a des chiffres, mais il faut les interpréter. Et l'étudiant commence par dire sur l'ensemble des répondants, 73% d'entre eux utilisent un seul opérateur. Est-ce que vous voyez 73 écrits ici? Je ne vois pas. Mais par contre, l'étudiant a fait des additions. Il y a 40% que l'étudiant a ajouté. Et puis, et l'autre, attendez, je ne vois pas. Et 40%, il a additionné autre chose également. Alors là encore, je vois un 27% d'entre eux utilisent deux opérateurs. Les 27%, ça se trouve où? Ils additionnent les 26, 21 et 26, etc. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis peut-être l'étudiant euh, était revenu sur le tableau précédent. On pourrait même faire un tableau pareil. Alors, ça, on a un autre exemple. Là, on a la présentation ici, de manière séparée. Et là, on a l'interprétation derrière. Vous voyez, l'étudiant a présenté et puis l'étudiant a fait la discussion derrière. Bon. Là, si vous êtes spécialiste, hein, vous pouvez le faire. Mais si vous n'êtes pas spécialiste, je ne vous conseille pas. Je vous conseille de tout faire d'un coup et comme ça, vous enlevez cette charge sur votre dos. Et là, pour la discussion, il faut faire la discussion, c'est toujours en fonction des conférences. L'interprétation, toujours en fonction des références. Là, vous voyez, il a dit, hein, son path coefficient et sa t-value et sa valeur de t sont inférieures aux normes prescrites par Chin. Voilà, il y a des normes. Cet effet est non significatif. Ça, c'est pour le test des hypothèses. On fait les deux à la fois. On fait les deux en parallèle et ça permet de voir si l'hypothèse est validée ou pas. Bon, voilà, c'est toujours ça. C'était par rapport au logiciel utilisé, bien sûr. Voilà, c'est ça. Là, on a simultanément, on fait les deux en même temps, ce que je vous conseille de faire. On a répartition des répondants selon le genre. Le genre, hein, c'est homme-femme. Soit vous dites le genre. Le genre, par convention, il faut dire le genre. Il ne faut jamais dire selon sexe, hein. Bon, selon sexe, c'est un peu lourd, un peu grossier. Le mieux, c'est de dire selon le genre. L'échantillon global est constitué de 67% d'hommes et 33% de femmes, soit hein, respectivement 672 et 328. Ah, il y avait des données. Voilà. Et on dit, voilà, c'est là il a parlé. Et plus bas, il a dit, il a fait la différence. Il a dit, au Mali, l'échantillon de notre étude est composé de 30% de femmes et 67% d'hommes, soit respectivement ça et ça et ça. Bon, alors c'est des manières séparées, simultanément. Il n'y a pas grande différence, c'est quand on donne les valeurs et en même temps le pourcentage. C'est une analyse et interprétation. Alors, autre chose également, on va voir ça dans l'exemple qu'on va voir tout à l'heure. Là, on voit que l'étudiant a pris son temps pour tout extraire. Peut-être la question, c'était par répartition des répondants selon les gens. Peut-être c'était quel est votre âge? La question, c'était quel est votre âge? Vous voyez là comment on rédige la réponse dans, dans le mémoire. C'est répartition des répondants selon les gens. C'est peut-être, peut-être il va y avoir une autre question. Quel est votre âge? C'est pas quel est votre genre, ou bien quel est votre sexe, ou bien votre sexe est homme, femme, etc. Bon, voilà, c'est ça. Ça, il faut toujours rédiger. Bon, là, on a un exemple qu'il ne faut pas suivre. Bon, ça, c'est un exemple pour les questions cognitives. Quand on parle des questions cognitives, ce sont ces questions-là qui sont beaucoup plus utilisées pour valider les hypothèses. Les questions cognitives. Les questions cognitives, on a la question qui est formulée et après, vous allez vous positionner pour répondre. Bon, on a bah, des types de liquettes, c'est le plus souvent qu'on utilise. Euh, si vous attribuez une note
de un, ça veut dire que la personne répond, bah, c'est la valeur la plus faible, et une note de 5, c'est la valeur la plus forte. Bon, c'est ça. Vous intégrez tout. Par exemple, si la personne clique sur 2, voilà, c'est le 2 que vous allez ajouter dans votre base de données, dans votre logiciel. Et le logiciel s'occupe de tout. Vous allez être surpris de voir si les gens ont beaucoup plus répondu à entre un et 2. Si vous changez, bon, vous trouvez 3, 4 questionnaires, vous changez, vous ajoutez 4 et 5. Au lieu que votre résultat est amélioré, ça va être dégradé. Parce que on a la façon dont les gens répondent à un questionnaire, le logiciel reconnaît ça automatiquement. C'est psychométrique. C'est pour cela qu'on appelle les questions cognitives. Le logiciel arrive à interpréter le comportement de chaque personne qui répond à votre questionnaire. Ça, il faut penser à ça. Ça, ce n'est pas de la magie, c'est de manière scientifique. Les maths ne mentent pas. Les maths ne mentent jamais. D'accord? Ça, c'est l'algorithme du logiciel arrive à interpréter le comportement de chaque répondant. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'amuser à changer, à ajouter des valeurs qui vous semblent correctes. Mais non, sinon ça va dégrader, au lieu que ça améliore, ça va dégrader la présentation des résultats. Bon, voilà, on a l'exemple de questions cognitives, on a surtout les échelles de Likert, c'est pareil. Les échelles de Likert, vous expliquez déjà, vous dites, par exemple, un égale à pas du tout d'accord, et 5 égale à tout à fait d'accord, etc., etc. Bon, voilà. C'est comme ça, vous ajoutez dans les questionnaires. Bon, est-ce que on va pas revenir toujours à parler de ce travail, mais bon, on aura le temps d'aller encore plus loin. Mais ce que je vais faire avec vous, je vais vous présenter un exemple de résultat que je trouve un peu perplexe, de travail d'étudiant qui m'avait envoyé aujourd'hui. Bon, je ne vais pas passer ça avec vous, mais je regarde en même temps que vous. C'est pour la première fois. Bon, avant tout, ça, c'est le questionnaire qui se termine. Comme je vous ai dit, les questions qui concernent CSP, variable sociodémographique, c'est toujours à la fin. Voilà. Là, on voit tranche d'âge de la personne et puis le genre. Et puis bon, ça, c'est un comportement en Europe. Maintenant, parfois, la personne dit, bon, je préfère pas dire. Bon, la personne ne parle pas son sexe. La personne ne sait pas si elle est un homme ou une femme. Et puis bon, voilà, c'est ça. Voilà. C'est comme ça. Et, pareil, bon, on a terminé. Bon, là, bon, c'était indépendant. Indépendant, c'est pour les personnes qui sont en micro-entreprise, on met indépendant. Bon, OK, on a terminé. Bon, c'est ça que la personne m'a envoyé déjà. L'étudiant m'a envoyé ça comme résultat. On va regarder ensemble. Là, encore pour voir des erreurs qu'il ne faut pas faire. Pour présenter les résultats, il ne faut jamais ajouter le titre de la question. Par exemple, on voit la question, c'est quelle est la taille de votre entreprise? On ne va pas ajouter la question, on traite les résultats, on traite les questionnaires. Ce n'est pas quel est l'âge de votre entreprise, c'est ce n'est pas quelle est la taille de votre entreprise. C'est répartition des entreprises par taille. C'est ça. Répartition des entreprises par taille. C'est ça qu'il faut ajouter. Et question 8, il faut même enlever le 8. Ça n'a aucun sens. Il faut trouver une autre numérotation. Il faut enlever le Q. Ça ne sert à rien. Et ça, c'est médiocre de présenter quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est plutôt de dire que la répartition de l'échantillon est selon la taille de l'entreprise. Voilà, ça, c'est très bien. OK, on voit cet exemple-là. On va voir un autre exemple. Quelle est la taille de votre entreprise? Bon, ça, c'était du n'importe quoi et l'étudiant avait mis ça. Bon, ça, c'est zéro. C'est zéro. Vous faites ça dans un mémoire, on vous colle un gros zéro. Ça, c'est comme ça. Là, c'est son analyse à lui, analyse de la pertinence. Et qu'est-ce que ça fait? Majorité des répondants proviennent des petites entreprises et puis et des moyennes également, des petites et moyennes entreprises, très petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Bon, on n'a pas des grandes entreprises, entreprises intermédiaires. Bon, ça c'est bien.
Bon, ça, c'est son interprétation déjà. Et là encore, ide- identification des tendances. Bon, forte tendance, il y a des chiffres, on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie. C'est ça qu'on vous a dit. Pour présenter les résultats, c'est sous deux formes, soit sous forme graphique ou sous forme tableau. C'est comme ça on présente les résultats des études quantitatives. C'est soit sous forme graphique ou sous forme tableau. Là, ce n'est pas une présentation des résultats. Là, on a du texte. Alors là, encore, là, ça fait rigoler dans le sens que il ne faut pas reprendre la question. L'étudiant a repris la question. Il a repris la question ici et aussi partager quelque chose comme ça. Non, même si vous voyez, vous faites exporter à partir du logiciel, vous avez, pas le logiciel, à partir oui, oui, des logiciels que vous avez utilisés pour créer votre questionnaire. Ça passe, d'accord, c'est bien, ça passe, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, hein, les lecteurs, les rélecteurs, les correcteurs, ce qui nous intéresse, c'est de retracer les tableaux. Sur Excel, c'est facile, même pas seulement sur Excel, même sur Word, vous cliquez sur insertion, tableau, fâche, ça descend. Vous pouvez construire votre tableau en le nombre de colonnes, le nombre de lignes. Ça passe rapidement. C'est pas la peine de nous envoyer les mêmes, de faire du copier-coller. Là, c'est de la paresse déjà. La paresse. Et aussi, problème de propriété, problème d'éthique aussi. Ça, tout ça rentre en ligne de compte. Il faut reconstruire. Là, bon, je critique ouvertement avec vous. Bon, c'est juste pour vous montrer qu'il ne faut pas répéter ces gens d'erreurs. Alors, c'est ça. Et puis, bon, pareil, bon, je ne vais pas tout dire, hein. C'est juste pour vous montrer comment ça se présente. Là encore, pareil. Là, euh, là, on a des résultats. Là, on a oui, non. Est-ce que c'est bien d'ajouter, question oui, par oui ou pas non, c'est pas la peine d'ajouter un graphique. Par oui ou par non, c'est soit oui, soit non. Et pour les réponses sur des questions dichotomiques, on appelle des questions dichotomiques, des questions à répondre par oui ou par non, il faut juste donner les pourcentages. Pourcentage de oui et pourcentage de non. Voilà. Et là, c'est bah, les commentaires, ça, il n'y a même pas de commentaires. Donc, bref, il n'y a pas même pas de commentaires. Bon, ça, c'est. En plus, il a fait des conclusions là. En plus, même pas de commentaires, ça ne veut rien dire. Et pareil, on a une autre question bateau, hein, pareil. Pareil, c'est. Faut pas répéter ces genres d'erreurs. Ça, je suis sûr que vous n'allez pas le faire. Et puis, on avance. OK, Émilie me vient de m'envoyer un message pour me dire il me reste 12 minutes. Après, il faut que je vous laisse le temps de participer. Bon, on va voir un exemple. Bon, cet exemple, encore, c'est un étudiant. Bon, vous pouvez voir le logo. C'est un étudiant c'est son mémoire de fin d'études qui doit soutenir la semaine prochaine. Ça, c'est la présentation que l'étudiant m'avait envoyée. Bon, c'est sur, sur 100, je donne 50 à l'étudiant pour que l'étudiant puisse prendre conscience que sa présentation n'est pas conforme. Alors là, c'est pas comme ça on présente. C'est vrai, hein, bon, c'est commencé déjà par voilà, c'est bien commencé la numérotation 4.2.1, analyse des résultats. Et puis en gras, et puis deux points. Dans un titre, sous-titre, on ne met jamais, jamais, il faut m'écouter, jamais, on n'ajoute jamais de la ponctuation à la fin. Sauf le point d'interrogation et le point d'exclamation. Ce sont ces deux ponctuations qu'on doit ajouter dans un titre ou sous-titre ou sous-sous-titre. Ce sont ces deux ponctuations qui sont conseillées. C'est le point d'interrogation et le point d'exclamation. Le point d'interrogation, c'est quand c'est une question, un titre sous forme de question. Ben, par exemple, on dit, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est quoi le développement durable? C'est quoi la RSE? C'est quoi la croissance économique? Voilà. On peut avoir un point d'interrogation, mais les deux points, non, on ne fait pas ça. Bon, ce n'est pas le but. Alors là, l'étudiant, c'est un travail qui a été réalisé sur Google Forms. Quand je vois ça, je dis, ah, ça, c'est Google Forms. L'étudiant a fait seulement appuyer sur copier, l'étudiant a copié et balancé ça dans le mémoire. Non, pas du tout. Il ne faut pas faire comme ça. Et ça prend énormément d'espace pour rien. Bon, la question déjà, bon, là encore, l'étudiant n'est pas malin. Ça manque de tirer entre êtes-vous, déjà êtes-vous, hein. Déjà, il faut commencer par le majuscule, hein, et on envoie ça ce questionnaire pareil à un professionnel. Si
c'est un jeune, le jeune va répondre, le jeune, on va dire, les jeunes moins de 18 ans hein, va répondre jusqu'à 20 ans, 21 ans. Mais si c'est quelqu'un qui est déjà dans la vie active, la personne ne va pas répondre, va dire, mais bon, là, il y a une faute. Il y a une faute. Bon, voilà. Êtes-vous un employé ou un stagiaire? Oui ou non? Qu'est-ce que ça représente? Un employé ou un stagiaire? Alors, si la personne n'est ni employé ni stagiaire, comment la personne va répondre? Ça, encore bon, c'est pas le but, mais c'est juste pour... Cette présentation, il faut pas le faire. Et là encore, sur l'interprétation, c'était du n'importe quoi. On dit, dans les résultats de votre questionnaire, quel votre questionnaire? C'est son questionnaire à lui en plus. C'est pas votre questionnaire. Bon, comme c'est par convention, il faut toujours dire notre questionnaire. C'est toujours notre questionnaire. C'est le tuteur de mémoire et le tuteur, ou bien dit encadrant, ou bien conseiller scientifique. Bon, le thème qu'on emploie, je ne sais pas. Mais le professeur encadrant, etc. Là, on dit, hein, c'est toujours nous. Nous. 60% des répondants sont identifiés comme employés, tandis que 40% sont identifiés comme des stagiaires. Bon, alors, ah, apparemment, il avait mis, c'était une question dichotomique. Employé, salarié et employé et stagiaire. Bon, là encore, on a, bon, là pour là, quand on a un graphique pareil, le copier-coller, c'est joli, comme c'est joli, c'est bien, mais bon, faut qu'on ne voit pas le type de la question. Quel est votre secteur d'activité? Alors, c'est répartition des répondants selon les secteurs d'activité de l'entreprise. C'est ça le titre qu'il faut mettre, répartition des répondants selon les secteurs d'activité de l'entreprise. Et plus haut, c'est répartition des répondants selon le statut. Et c'est statut salarié et employé ou stagiaire. Alors ça, c'est pareil. Alors là encore, il ne faut pas le faire. C'est quelle est la taille de votre entreprise? Répartition de l'échantillon selon la taille de l'entreprise. C'est simple, hein, mais bon. On ne peut pas tout donner aux étudiants. On peut les expliquer 10 000 fois comment présenter les résultats, mais ils font toujours à leur tête. C'est pareil. Ça, c'est pareil, hein. Mais dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle adopté la digitalisation? Bon, là encore, les modalités de réponse, là, c'était n'importe quoi. Pas du tout, partiellement, modérément, largement. Bon, bref. Là encore, comment on va interpréter ces résultats? C'est tout ça qui pose des problèmes. Bon, en gros, je pense encore, bon, pour ces graphiques en bâton, là encore, c'est extraordinaire, hein. On a toujours du mal à les interpréter. Ben, ça, c'est très bien. On a les poids, ce qui est important, on a déjà les poids. Si on a déjà les poids, et il faut additionner. C'est ça qu'on demande aux étudiants de faire. Ben, au moins là, il l'avait fait, il a additionné. Ça, c'est important. Et puis, bon, c'est tout ça, c'est la présentation des résultats. C'est au final, une fois qu'on termine, mais il faut discuter les résultats en fonction de la littérature. Il faut trouver ce que vous avez. Il ne faut pas oublier les questionnaires est construit sur la base des hypothèses formulées. Et les hypothèses ont été formulées sur la revue de littérature. C'est ça, sur la base de la revue de littérature. Et quand on va discuter les résultats trouvés, c'est toujours en fonction de la revue de littérature. Alors, ça, c'est ces genres de travaux. Vous n'allez pas répéter ces genres d'erreurs. Et si vous faites ça, et puis, bon, ça n'arrange pas grand-chose. Bon, en gros, je m'arrête là. Je voulais seulement vous dire que pour la présentation des résultats, c'est toujours sous deux formes, les résultats d'études quantitatives, soit sous forme de tableaux ou soit sous forme graphique. C'est comme ça. Et quand vous présentez les résultats, vous n'allez pas recopier les questions. Il faut transformer les questions qui sont généralement sous forme interrogative en forme affirmative. Ça, c'est important. Transformer de la forme interrogative à la forme affirmative, ou bien à la forme déclarative aussi. Forme déclarative. C'est ça qu'on vous demande de faire pour quand vous présentez. Vous n'allez pas copier-coller les questions, mais transformer les questions
sous forme déclarative, hein, beaucoup plus, sous des formes déclaratives qui est beaucoup plus conseillé, je ne vais pas y oublier, présenter les résultats. Et autre chose, vous n'allez pas copier-coller les graphiques. Bon, si vous n'avez pas le temps, oui, bon, vous faites ça, ça sort sur Sphinx, ou bien ça sort comme ça, et vous pouvez faire du copier-coller, mais il faut détourer. C'est simple, il faut faire un détourage. C'est comme si vous faites ça très bien quand vous détourez une photo, mais c'est pareil, vous pouvez détourer, enlever tout. Si on revient sur l'exemple de tout à l'heure, voilà, on peut revenir, on va voir ce que l'étudiant devrait faire, c'est de détourer. Détourer, hein, voilà, copier jusqu'ici, hop, détourer. C'est pas la peine de voir les 134 réponses, de voir la question à nouveau. C'est de détourer. D'accord, c'est de détourer. Ou bien même enlever cette partie et de laisser seulement le graphique. C'est ça qui nous intéresse. Bon, voilà, c'est ça. C'est ça. Et si vous faites du copier-coller, vous avez le droit, mais par contre, il faut détourer et détourer. Bon, vous avez les pourcentages, vous avez les poids. C'est juste aller sur Excel. C'est en quelques clics sur Excel, vous pouvez, sur Excel, créer vos graphiques. Vos camemberts, c'est très facile. Même, on arrive à faire des graphiques même sur Word de nos jours. Avec Word 2023, on arrive à faire des graphiques. Mais c'est sur Excel, c'est simple de faire des graphiques sur Excel. Vous pouvez faire des graphiques. Bon, là, on n'a pas abordé les équations, les équations logistiques. Euh, bon, c'est pas le but, hein. Voilà, vous n'êtes pas en statistique, vous n'êtes pas en économétrie, mais je vais vous dire que ça existe. Ça existe. C'est pas la peine de casser la tête avec ça. Mais vous faites vos croisements, c'est simple. Sur un tableau Excel, vous faites vos croisements, vous croisez une question avec une autre question et puis ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Et si vous avez des amis qui sont dans d'autres pays, qui peuvent faire des statistiques, hein, qui peuvent travailler, qui maîtrisent des outils statistiques, vous demandez de l'aide. Ça marche très bien aussi. Il n'y aura pas de problème, on ne va pas vous critiquer. L'essentiel, c'est que vous menez des enquêtes sur le terrain, vous trouvez les données, il faut faire parler les données. Faire parler les données. C'est ça le but d'une base de données, elle est là pour parler. C'est c'est ça, ne vous inquiétez, ne vous écoutez pas ce que les hommes politiques racontent dans le pays où vous êtes, parce que parfois les hommes politiques racontent n'importe quoi. Ils parlent sans donner, sans donner. Ils sont là juste pour sortir des rumeurs. Mais c'est ça qui gâche aussi, hein. Et on voit dans des pays du nord de l'Europe, hein, quand on parle, on voit que ce sont les spécialistes ils font appel souvent aux spécialistes pour raconter comment la société doit fonctionner, comment le président doit prendre des initiatives, comment le premier ministre doit prendre des initiatives, comment le Parlement doit innover. Mais dans d'autres pays, surtout les pays capitalistes purs, hein, là, on voit que ce sont des menteurs qu'ils invitent souvent pour parler des choses qu'ils ne maîtrisent même pas, qu'ils ne comprennent même pas comment fonctionne la société. Mais votre rôle est là, vous qui menez des études sur le terrain, vous menez, même si vous collectez seulement 50 échantillons de données, 50 seulement, il y a des méthodes statistiques d'approfondir qui vous permettent de travailler et de faire parler les données, de comprendre les tendances. C'est ça votre rôle. C'est vrai, les études qualitatives, hein, ça permet d'explorer, d'avoir une idée, vous permet d'être en contact avec les professionnels et les bénéficiaires aussi, mais ça reste limité. Le plus souvent, on utilise des études qualitatives comme prémisse aux études quantitatives. On utilise les études qualitatives pour faire générer des échelles, pour aller tester à partir d'une étude quantitative ou bien des études quantitatives. Les études quantitatives, pourquoi c'est quantitatif? Pourquoi c'est important? Parce que la validation est basée sur les tests mathématiques et statistiques. Et les maths ne mentent pas, les statistiques ne mentent pas. Quand c'est ce qu'on constate sur les terrains, on arrive à les comprendre grâce aux statistiques, grâce aux itérations mathématiques. Alors, ça, c'est comme ça. C'est comme ça possède, ça se possède. Par exemple, on a parlé des croisements, on n'a pas
passer du temps à rentrer dans les détails. Quand on parle de croisement, c'est un processus itératif. Vous procédez plusieurs fois à manipuler. Quand telle question, vous croisez avec une autre question. Et là, tout est au niveau des plus-values. Avec Excel, vous avez des valeurs de P, c'est le test que vous trouvez derrière. Les valeurs de P doivent être inférieures ou égales à 0,05. Si c'est supérieur à 0,05, vos résultats sont à rejeter. C'est pour cela, ça prend du temps. Il faut tester, de prendre les variables ou bien les questions. Vous croisez les questions une à une. Ça prend du temps. Vous voyez les questions qui marchent mieux. Et ces questions-là, c'est sur la base de ces questions-là que vous allez prouver l'analyse et l'étude quantitative que vous avez réalisée. Voilà, bon, ok, ça fait 31. Je tiens le coup, j'arrête, moi je termine là hein, mon exposé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que on va pas se voir la semaine prochaine, on va se voir dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, ce que je vais faire, je vais venir avec des exemples de résultats, résultats d'études qualitatives, résultats d'études quantitatives. On va les regarder ensemble et puis ça permet de poser, de prendre du recul et après, peut-être on va passer 30 à 40 minutes, voire une heure de temps. Et après, on va commencer sur la partie de discussion et recommandation. C'est ça qui est beaucoup plus compliqué. Pour mener des études, parfois, moi, j'étais pas comme vous également. Après les études, derrière, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il y a la fameuse question qu'on pose souvent, so what? Et maintenant, c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pareil, hein. On dit souvent, oui, surtout quand on critique les hommes politiques, on dit, oui, ils ne font rien, on les critique, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question qu'il faut poser, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pareil, on mène des études, on trouve des résultats, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ces résultats? Ah, c'est pas juste recommandation pour recommandation. Oui, recommandation. Vous suggérez des recommandations, mais comment appliquer ces recommandations? C'est ça qui nous intéresse. Faire des recommandations, tout le monde peut faire des recommandations, mais comment les appliquer? C'est ça qui nous intéresse, c'est en fonction de votre domaine, votre secteur d'activité, comment appliquer ces recommandations d'une part et plan d'action d'autre part. Et plan d'action et aussi dans quelle période qu'on va mettre ça en place. Là, ce qu'on va parler, on va parler de la gestion de projet. La gestion de projet appliquée à tous mes mois de fin d'études. C'est ça. C'est ça qui nous intéresse. C'est la gestion de projet appliquée à tout mémoire de fin d'études. C'est ça. Vous menez, vous faites votre travail de base, hein. Vous commencez par un sujet et puis problématique, voilà, qui vous permet de rédiger une bonne introduction. Après l'introduction, vous avancez plus loin. Après l'éducation, vous passez à l'étape de la revue de littérature. La revue de littérature vous permet de mobiliser un certain nombre d'auteurs de référence, qui vous permet de construire votre soubassement théorique, votre cadre théorique, hein. Et puis, à la fin de la revue de littérature, vous faites émerger des hypothèses. Et ces hypothèses que vous allez transformer dans un questionnaire ou bien dans un guide d'entretien, dépendamment de votre étude, soit Cali ou Canchi. Et, et vous allez sur le terrain pour collecter les données. Une fois que vous collectez les données, vous allez traiter les données en fonction des méthodes que vous avez apprises. Bon. Si c'est qualitatif, vous allez avoir votre grille d'analyse pour analyser les données quali et quanti, et après procéder à la catégorisation. Après la catégorisation, déterminer la fréquence d'apparition et faire des statistiques. Voilà, on est d'accord. Et puis, bon, si c'est l'étude quantitative, faut commencer par étude exploratoire, exploration des données, faire l'épuration, supprimer les données manquantes ou bien de mettre de côté les questionnaires qui sont inachevés. Et après, il faut procéder par le tri à plat et l'étude croisée qui vous permet de trouver les résultats institutionnels. Mais maintenant, c'est vrai. On a terminé cette phase-là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez faire des recommandations. Les recommandations, c'est recommandations en fonction de votre secteur d'activité. En plus de votre secteur d'activité, ça c'est depuis cette année, j'ai testé ça avec plusieurs écoles sur Paris, et on teste les recommandations sociétales. Vous êtes dans une société, il faut proposer des choses hein, importantes pour la société.
qui concerne votre profession, votre métier. Comment votre mémoire doit contribuer à l'évolution de la société. Ça, c'est pour tout le monde, hein, quel que soit le domaine. Comment ça va pas impacter, ne va pas avoir impact négatif sur la société. C'est ça. C'est ça, et les recommandations sociétales. Et après, recommandations professionnelles qui concernent votre profession. Ça aussi, vous faites ces recommandations. Mais par contre, avec ces recommandations, on ne va pas arrêter là. On va encore avoir plus de marge de manœuvre. Vous faites des recommandations et le plan d'action, comment on doit appliquer ces recommandations. Là, c'est le domaine de la gestion du projet. Et aussi, en fonction de quelle catégorie, de quel calendrier. Là, encore, vous mettez en place, vous appliquez hein, un diagramme de Gantt. Un diagramme de Gantt et vous appliquez ce que vous faites en développement de projet. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça doit être hein, partout. Bon, voilà, ce sont des choses qu'on teste dans certaines écoles en France, mais bon, c'est comme ça doit être. Vous qui êtes en Afrique subsaharienne, vous qui êtes dans le Maghreb, vous qui êtes dans l'Afrique de l'Ouest, hein, vous qui êtes dans les Caraïbes, là, c'est pareil. Voilà. Nous sommes dans le même monde, on doit avoir le même langage et quand on communique, tout ce qu'on fait, il y a un impact sur la société. Ça, il ne faut jamais oublier ça. La mort d'un seul homme a provoqué le changement du monde. La mort de Jésus, maintenant, c'est plus de 3 milliards d'êtres humains qui prient Jésus. Voilà. La mort de Jésus. S'il n'était pas mort sur la croix, peut-être c'était un autre prophète que les gens allaient peut-être allaient prier. Vous voyez, c'est ça, il ne faut jamais oublier ça. Et la chute de Constantinople a provoqué la colonisation, la découverte de l'Amérique et ça avait provoqué, les Européens avaient induit les Africains en esclaves. Vous voyez, c'est tout ça. Tout ce que vous faites dans ce monde, ça a un impact. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Bon, OK, bon, je m'arrête là. Et si vous avez des questions, désolé, Émilie. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je suis là avec vous jusqu'à, ouais, il nous reste 22 minutes, hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si vous n'avez pas aussi, on peut s'arrêter. OK. Bon, apparemment, vous n'avez pas de questions. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter ici. C'est que vous aurez ce document au courant de bon, dès demain, vous aurez ce document sur la plateforme et aussi la vidéo. Ben, j'espère que les responsables vont mettre la vidéo en ligne et vous aurez accès pour revoir. Et bon, dépendamment à l'endroit, à l'étape où vous êtes dans votre mémoire, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Peut-être c'est ça qu'on va faire. On va profiter aussi de vous relancer sur vos mémoires pour voir vos plans, à quelle étape vous êtes et puis comment on peut aller plus loin, vous aider à aller plus loin sur votre mémoire. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit au début, on va continuer là. Il nous reste 2 séances pour terminer cette session. Bon, vous pouvez toujours aller sur la chaîne YouTube pour regarder, pour vous nourrir. Et ça, c'est une chose. Et sur la plateforme, on a perdu quelques membres de notre équipe hein, qui n'est plus là avec nous. Mais par contre, ce qu'on va faire, on va essayer d'ajouter d'autres cours, hein, de mettre d'autres cours, les cours qui sont passe-partout, par exemple, hein, les cours de gestion de projet. Quand on parle de projet, hein, quel type de projet qu'on parle? On parle de projet d'entreprise, hein, projet d'entreprise, ou bien des cours il y a un cours sur la création site web, c'est ça qu'on m'avait dit, initiation à WordPress. Il y a un autre cours qu'on m'avait demandé, ça c'est pas pour nous, on m'avait demandé, ça c'est un cours que j'enseigne euh, sur, euh, sur le e-business, hein, le e-business.
peut-être si j'ai un peu de temps, ou bien pas, pourquoi pas un cours sur la communication aussi. On ne peut rien faire sans la communication. Donc, quand on communique, comment communiquer, etc. Et voilà, c'est ça. Et en passant aussi, je profite pour vous dire que j'aurai une intervention à faire sur l'intelligence artificielle pendant 1 heure, comme ça, je vous partage le lien. D'accord. Alors, ça, c'est important. Alors, pour la chaîne YouTube, alors, est-ce que j'ai accès? Ouais, je crois pas. Bon, oui, oui, bon, vous aurez, oui, oui, vous pouvez partager, vous pouvez partager le lien avec, à n'importe qui. Bon. Alors, ça, c'est important. D'accord. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, et je suis là, hein, je suis là bon, je suis là toujours jusqu'à 19 minutes. Bon, on va 18 minutes, mais 18 minutes, euh, comme ça. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, même si c'est une question qui concerne pas les enquêtes quantitatives, il n'y a pas de problème, hein. On peut aller encore plus loin. Si vous avez des questions sur votre problématique, sur vos hypothèses, hein, je suis là pour vous écouter. Sur votre méthode, hein, votre échantillonnage, hein. Voilà. Je me rappelle un étudiant qui m'avait envoyé un message pour me dire euh, qu'il ne comprend pas le test de Cochrane. Les tests du Cochrane. Le test du Cochrane, c'est un test qu'on utilise, hein, c'est pour déterminer la taille de l'échantillon analysé. Voilà. Ce test-là, quand on n'a pas des indicateurs sur l'échantillon, on part par l'hypothèse, hein, on part sur un échantillon minimum euh, de 384 étudiants ou personnes interviewées. Alors, c'est un peu bateau de présenter sous ce format-là, mais par contre, selon, j'ai oublié le nom de l'auteur qui nous a dit, il faut que votre échantillon à analyser soit un multiple de 10 pour les variables, les variables. Par exemple, si vous avez 5 hypothèses, on part par l'hypothèse, 5 hypothèses, par postulat, pas par hypothèse, on part par postulat, que 5 hypothèses, on va dire qu'on a 10 variables. 5 hypothèses, 10 variables, on a 10 fois 10, 100. Il faut un minimum de 100 personnes à interviewer. Si on a 3 hypothèses, 3 fois 10, hein, ça fait 30. Il faut un minimum de 30 personnes. Statistiquement, c'est acceptable. Bien sûr, c'est acceptable. Voilà, acceptable. Et derrière, il faut faire des tests approfondis. C'est juste pour vous dire que même si vous n'avez pas les 384 observations, vous pouvez quand même baser votre analyse sur le minimum de euh, 10 personnes par variable. 10 personnes par variable. Donc, c'est ça, c'est acceptable. Si vous avez 3 hypothèses, donc c'est 3 fois des 6 fois 10 ça fait 60. Il faut au minimum de 60 personnes. Voilà, c'est comme ça. Professeur, ma question c'est sur comment trouver des auteurs non, sur la problématique dans laquelle on travaille. Par exemple, moi-même, c'est sur la consommation d'alcool et les adultes émergents. Donc, j'ai trouvé un auteur qui a parlé sur les adultes émergents d'une manière spécifique. Mais pour la consommation d'alcool, il n'y a pas vraiment, comme dans votre science et l'informatique, il y a des auteurs spécifiques. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui ont publié des articles, mais je n'arrive pas à identifier un chercheur clé comme dans la psychologie. Par exemple, pour les adultes émergents, c'est Annette qui est venue avec ce concept-là. Donc, lui, il a présenté. Donc là, je peux m'appuyer pour dire, selon Annette Mercier, avec la consommation d'alcool, bah, je ne trouve pas des auteurs clés. Seulement, je peux citer des chercheurs dans ce cas. Ouais, bon, attendez, bah, quand vous dites chercheur,
Parce que ce sont des personnes qui ont réalisé des études sur le domaine. C'est pas juste des personnes qui racontent des choses ou bien des personnes qui réalisent une monographie ou bien une biographie sur le domaine. Là, on parle des auteurs qui ont réalisé des études sur le domaine, c'est ça. Quand on dit des chercheurs clés ou bien des chercheurs de référence, c'est plutôt des chercheurs qui réalisent des études sur le domaine, des études. Oui, j'ai trouvé plusieurs chercheurs qui ont réalisé des études. Certains ont travaillé sur les conséquences au niveau du cerveau, le développement cérébral. Donc, il y a d'autres qui ont fait des recherches spécifiquement sur le foie, ce qui a trait avec le cancer. Donc, j'ai par exemple, pour le cancer, il y a l'Organisation nationale, non, je ne me souviens pas, le nom c'est en anglais. C'est comme si l'association qui s'en occupe des cas de cancer d'une manière mondiale. Donc, en ce qui a trait avec ça, je fais mes références, je cite cette association. Mais je ne sais pas s'il y a un moyen que je dois utiliser pour pouvoir trouver d'autres chercheurs spécifiques qui font des études, principalement des adultes émergents, donc de 18 à 24 ans, qui consomment euh, excessivement l'alcool. Non, vous appelez ça vous les appelez les adultes émergents. Émergents. Ce n'est pas Les adultes émergents, des ce sont jeunes les adultes, personnes non? émergents. Ce sont les personnes qui se trouvent entre 18 et 30 ans. Donc, il y a certes, et la première fois, on les a étalés de 18 à 25 ans. Après, on avance jusqu'à 30 ans. Donc, moi-même, je vais travailler avec la première partie, les 18 à 25 ans. Donc, le monsieur a fait cette division, c'est juste pour pouvoir expliquer la différence entre les adultes et les adultes à l'âge en émergent. C'est-à-dire le fait de laisser l'adolescent pour arriver à l'âge adulte. Et l'âge adulte est différent de cette période. Donc, il y a des points caractéristiques pour cette période de temps, bien cette période d'existence. Alors, pour cette catégorie-là, bon, Ah, ok, ah. on met ça de côté. Alors pour cette étude-là, est-ce que cette étude-là a été réalisée sur une base scientifique? Alors, en quelque sorte, quand il dit base scientifique, ce n'est pas quelqu'un qui était resté dans son bureau et échafaudé une théorie et puis En ce qui a écrit. trait avec l'adulte émergent, Non, 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 je parle par rapport à votre sujet, moi. non, jusqu'à présent, je ne trouve pas des personnes qui font des recherches spécifiquement ce qui a trait avec la consommation d'alcool et les adultes émergents d'une manière spécifique. Non, oui, oui, c'est normal. Alors, ce que vous allez faire, c'est ce qu'on appelle le périmètre de l'étude. Il faut travailler sur le périmètre de l'étude. Ça, c'est important. Ça, je me rappelle une fille, ça fait Quand trois. vous parlez de périmètre, Ça, oui, c'est le périmètre de l'étude. Ça permet de délimiter votre travail pour dire que, pour bien préciser, pour justifier que, pour l'instant, il n'existe. Bon, c'est ce qu'on fait longtemps. On faisait ça dans longtemps la pour dire. justification. Oui, j'ai fait ça. Je parle sur les adultes émergents dans la ville de Rio Grande, de l'État Rio Grande do Sul. Hmm. Alors, là, vous dites que vous allez dire dans votre périmètre, Juste- pour justifier, vous justifiez, vous précisez, pas justifier, vous précisez sur quoi vous travaillez, mais il n'existe pas de données, ou bien des données, ou bien d'études directement qui concernent cet aspect-là, mais les 16 études qui existent parlent, après vous étalez les études connexes. C'est la raison pour laquelle que vous allez baser votre réflexion à partir de ces études connexes et pour pouvoir établir votre étude comme soubassement théorique. Et puis, votre étude va peut-être probablement utiliser comme une étude pionnière dans le domaine. Ça aussi, il faut penser à ça par rapport à cette catégorie-là. D'accord, merci. Ça, il faut justifier. Tout est justifié. C'est le but faut pas oublier, le but de la science, c'est de trouver des hypothèses, tester les hypothèses, vérifier les hypothèses, tester, valider, et puis contredire quelques temps plus tard, contredire ces mêmes hypothèses, contredire ces hypothèses qui ont été validées par d'autres études. Voilà, c'est le but de c'est comme ça on progresse en connaissance. Ça, c'est comme ça. D'accord, merci.
Pas d'autres questions? Et pour vous, vous êtes à quelle étape dans votre travail? Vous êtes déjà sur le terrain? Non, pas encore. Avant d'aller sur le terrain, je dois présenter mon projet. Donc, je dois écrire un projet et puis il va présenter le projet. Mais avant de faire la présentation, je dois passer dans ce test d'anglais. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait le Ah test. oui, d'accord. Bah, il me manque que ça. Donc, j'attends. Je vais faire le test demain pour voir si je vais avoir les notes parce que moi et l'anglais, nous ne marchons pas sur le même chemin. Non, c'est normal. C'est normal parce que ça dépend ouais, ça dépend de votre formation de base, hein. Il y a des formations, bon, les cours sont pas les cours en anglais. Bon, si vous étiez Non, j'avais pas de cours en en anglais. école de commerce, il y a des cours en anglais. École de commerce. Voilà, c'est à cause de ça. À cause de ça qui fait les écoles de commerce, diplomatie, ces gens-là sont plus à l'aise en anglais parce qu'ils font des formations en anglais, des cours en anglais. Mais après, si c'est d'autres sciences, c'est pas facile. Les sciences expérimentales, encore pire. On n'a pas tellement des cours en anglais. Mais c'est ça. Mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est juste vous mettez les chances de votre côté et puis ça ira. Et après, Bah oui, je vous crois. aurez, vous aurez les droits de présenter votre travail. Ouais, c'est après avoir présenté. Donc, si on l'accepte, maintenant, je vais l'envoyer au comité d'éthique et le comité d'éthique va me donner l'autorisation pour aller sur le terrain. Ouais, ouais, quand vous entendez comité d'éthique, ça, il faut qu'il n'y ait pas de plagiat nulle part. Mhm. Ça, c'est important. Il faut penser à ça. Si peut-être, je sais pas, bon, ça, c'est plutôt. J'ai un groupe, je vais pas citer leur origine, hein, qui font souvent ça, qui prennent des études dans leur langue maternelle, ils font la traduction et puis ils l'envoient. Et puis ils pensent que les gens ne vont pas détecter. Voilà, c'est pourtant, il y a des thèmes techniques qui restent toujours des thèmes techniques qu'on ne peut pas changer d'une langue à l'autre. Quand on arrive, on voit ça, on dit, ah, il y a un problème. Et puis, il y a des logiciels anti-plagiat qui sont en libre accès sur les terrains. On peut utiliser pour tester aussi sur le net, pas sur les terrains, en libre accès. Non, Comme- l'université a partagé avec nous soit Turnitin. Oui, Turnitin. Turnitin, Turnitin. Donc, ouais, avant même de présenter, nous, on doit vérifier s'il n'y a pas de ouais, plagiat. ouais, Parce Turnitin. qu'en cas de plagiat, on ne va pas accepter le projet. Si le projet a été refusé, l'étudiant est expulsé immédiatement. Ah oui, oui, ça, il ne faut pas jouer avec ça. C'est important. C'est important. Au lieu d'avoir ça dans votre parcours, il ne faut pas oublier, les universités sont interconnectées dans le monde entier. Si on trouve qu'il y a un cas de plagiat, ils vont envoyer ça à, à Genève, qui gère ça, les normes ISO sur la qualité des documents académiques, et puis ils vont entrer ça dans la base de données et le monde entier va être au courant. Alors ça, c'est important, il faut tenir compte de ça. Et puis bon, il y a d'autres institutions qui font ça en privé, ils disent, bon, on voit que l'étudiant a plagié, bon, l'étudiant doit reprendre l'année. Bon, il y a d'autres qui ne voient pas ça de bonne œil et qui excluent l'étudiant automatiquement. Ça, c'est comme ça. C'est notre cas ici, une expulsion automatique. Et l'exclusion automatique, ça signifie que ce n'est pas seulement pour les pays, c'est pour le monde entier. Ça, il faut penser à ça aussi. Ça, bon, c'est pas facile. Je sais que la rédaction, ça demande toujours du temps pour rédiger, chercher à comparer, interpréter. Il faut comprendre comment fonctionne le journalisme. Quand on comprend comment fonctionne le journalisme, on n'aura jamais de problème pour rédiger. Juste, on voit quelque chose et on interprète à notre manière. À notre manière, on interprète, mais on ne cherche pas à ajouter d'autres mots. On cherche juste à interpréter. Quand on fait l'interprétation de ce qu'on lit dans la littérature, il ne va jamais avoir de plagiat. Après, même si, bon, c'est pour cela il y a des correcteurs aussi, partout dans le monde, il y a des correcteurs. Vous rédigez, ce n'est pas dans votre langue, vous allez trouver quelqu'un, vous payez pour corriger votre document pour vous. Ça, c'est ça, bon, c'est ça, hein. Bon, par exemple, en France, c'est ça qu'on demande aux étudiants. On dit que c'est vrai, même s'ils sont en France, même s'ils sont français,
C'est vrai, vous avez des lacunes dans la langue. Payez quelqu'un pour relire votre mémoire. Payez quelqu'un. Ça, c'est bien. Au lieu de voir que dans le rapport, qu'on va dire, oui, il y avait eu pas mal de fautes de français, vaut mieux vous payer quelqu'un pour relire votre mémoire, vous aider à corriger les fautes. Ça, c'est Donc, pour nous, chaque étudiant a un orientateur pour pouvoir l'aider, surtout les étudiants étrangers. Donc, d'accord. l'orientateur fait ce travail. D'accord. Donc, chaque phrase, elle va par exemple, pour ma professeure, elle m'a demandé, qu'est-ce que tu voulais dire dans cette phrase? Surtout, Ah, mes idées sont en français. ouais, d'accord, j'imagine. Parce que, oui, il faut avoir les codes de la langue pour donner du Mhm. sens, pour donner du sens à ce que vous voulez exprimer. Mais c'est normal, c'est normal. C'est très Donc, pédagogue de dire que qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça. C'est très pédagogue.